Alors, Jean-Bernard Lévy est tombé petit dans le numérique. Il est même tombé dans les satellites assez tôt. C'est un ingénieur, un vrai, qui s'est beaucoup intéressé à la politique industrielle et qui est ensuite, à un moment donné, s'est retrouvé au cœur d'un dispositif où finalement l'industrie comptait peu. C'était surtout les services et la culture. Jean-Bernard est le président du directoire de Vivendi, qu'il a formidablement au moins contribué, moi je dirais directement redressé, et il a fait un boulot tout à fait remarquable. Il va nous dire quelques mots dans un instant. Hartmut Ostrowski, on a une relation un peu particulière ensemble, puisque on s'était retrouvés dans un endroit un peu intéressant, hein, à Seattle. Et on avait passé une soirée assez superbe. Et il se trouve que c'était chez un petit pauvre. Et on avait ensuite... Petite maison. Petite maison, hein. Une petite maison sur une espèce de petit lac, une petite île, oui, avec des petits bois bien pauvrés. Il s'agissait d'une soirée chez Bill Gates. Hartmut, lui, dirige Bertelsmann. Il y est depuis 1982. Alors, je lui ai demandé de parler dans sa langue, parce que la culture, c'est le respect des différences. Et donc, Hartmut va nous parler en allemand. Ce qui fait que je vais me précipiter dans un instant sur mes écouteurs. Alors, chacun va avoir grosso modo 6-7 minutes et pour lancer le débat. Et puis ensuite, nous aurons ensemble une discussion et se joindront à nous quelques personnes dont je citerai les noms dans un instant. Bien, Jean-Bernard, vous voulez commencer? Alors, Jean-Bernard n'est pas mon petit frère, ce n'est pas mon neveu, mais c'est un bon ami. Encore qu'il pourrait me donner plus de business, mais un bon ami. Voilà, Jean-Bernard, à vous. Voilà, merci Maurice. Merci à tous de votre présence. Je suis très heureux de venir pour la 3e fois au Forum d'Avignon, puisque Vivendi en est un partenaire fondateur, et je vois que l'assistance est particulièrement prestigieuse cette année, ce qui me réjouit particulièrement. J'étais très intéressé par la présentation qui vient d'être faite sur les micro-paiements et le monde numérique. Je dirais que pour Vivendi, nous sommes déjà dans cette actualité de ce que M. Perrin était en train de décrire. Ma première remarque, ça sera de vous dire que pour nous, la transition vers le numérique, elle est presque en train de s'achever. Et j'en prendrai un seul exemple. Dans un mois, il n'y aura plus en France un seul abonné à Canal+ en analogique. Et dans quelques jours... Terminez la phrase. Hein. En analogique. Oui, nous serons tous un seul abonné sur du numérique. D'accord. Or, il faut voir que Canal+ est né, et peut-être le dernier média qui soit né en analogique. Et déjà, il aura intégralement migré vers le numérique avant la fin de l'année. Et dans un an, comme tout le monde le sait ici, ça sera le cas sur toute la France pour l'ensemble des chaînes de télévision. En ce qui concerne la musique, aujourd'hui, 50% de notre chiffre d'affaires se fait sur le numérique aux États-Unis, 30% en moyenne dans les autres pays. De plus en plus, notre marketing est orienté autour de numérique parce qu'Internet est un formidable moyen de buzz. Et de plus en plus, nous lançons les disques d'abord sur les plateformes numériques et puis quelques semaines après, nous les lançons en les vendant dans les rayons disques des magasins. Et puis bien sûr, les jeux vidéo dont parlait M. Perrin tout à l'heure, c'est déjà une activité qui se déroule très largement sur l'Internet, au point où certains croient voir un déclin du marché des jeux vidéo parce qu'il se vend moins de boîtes de jeux dans les magasins, alors que c'est inexact. Il y a une telle croissance des téléchargements de jeux vidéo par les réseaux électroniques qu'en réalité, le marché est resté en croissance, en tout cas pour ce qui nous concerne. Vivendi est le leader mondial. Oui, nous avons une société qui s'appelle Activision Blizzard et qui est le leader mondial des jeux vidéo avec quelques grandes marques qui
qui sont plus que des jeux, de véritables expériences communautaires, de véritables réseaux sociaux. Ma deuxième remarque, ça sera de vous dire que pour nous, l'abonnement est au cœur de notre démarche industrielle et que nous sommes très contents de voir la capacité qu'ont les métiers d'abonnement à résister au cycle économique. Aujourd'hui, c'est 75% du chiffre d'affaires de Vivendi qui est généré par l'abonnement, et cela nous a permis de ne pas être véritablement touchés par la crise économique. Et mes deux amis qui sont ici savent bien qu'au contraire, les métiers fondés sur la publicité, aujourd'hui se redressent, mais après une chute qui a été très, très brutale. Nous ne l'avons pas vécu. J'observerai que même d'une façon générale, le média qui est aujourd'hui le média dominant dans le monde, qui est la télévision, eh bien, je lisais dans une récente étude que désormais, les chiffres d'affaires mondiaux de la télévision payante sont en train de dépasser le chiffre d'affaires mondial de la télévision financée par la publicité, ce qui est une révolution, je crois, parce que là aussi, la télévision, elle est d'abord née comme un média gratuit, et de plus en plus, les gens les payent, soit par des abonnements directs sur des chaînes cryptées, soit en payant un abonnement collectif à une offre sur satellite ou à une offre sur réseau câblé. De la même façon, on en parlait, World of Warcraft, c'est d'abord et avant tout un système d'abonnement. Nous venons de dépasser les 12 millions d'abonnés. Un abonné pour nous, c'est quelqu'un qui soit a payé un abonnement mensuel, soit a utilisé une carte de paiement dans les 30 jours qui précèdent le comptage. Nous avons donc 12 millions de joueurs qui jouent en moyenne à peu près un soir sur deux, pendant une période de 2 à 3 heures, ce qui veut dire qu'ils sont effectivement assez accrochés à leur jeu. Et puis en ce qui concerne la musique, qui est un métier qui évidemment a beaucoup souffert de la piraterie, nous avons aujourd'hui des modèles fondés sur la publicité, des modèles fondés sur l'abonnement, ou des modèles qui sont fondés sur un mix, un abonnement qui vient compléter un modèle publicitaire. Et je citerai volontiers des modèles comme Spotify, qui est le leader européen aujourd'hui sur ce domaine, comme Deezer, qui existe également en particulier en France et qui se développe bien, et qui montre qu'il y a aujourd'hui une demande solvable, même s'il y a évidemment la menace de la piraterie et de l'accès au contenu qui n'est pas rémunéré du tout. Il y a aujourd'hui une demande solvable, puisque Spotify n'est pas loin du million d'abonnés en Europe, alors qu'il n'a encore été lancé que dans 7 pays, ce qui est quand même relativement limité. Alors, je crois aussi dire que quand on observe un petit peu l'évolution très rapide de cette industrie, un autre point qui me tient à cœur, c'est de souligner que oui, nous avons des menaces, et notamment la piraterie, la gratuité totale, mais que pour ceux qui sont sur ce marché, ils bénéficient de barrières à l'entrée qui sont élevées, qui leur permettent d'investir dans la durée, et ce qui est bien notre démarche industrielle. Maurice, vous parliez de mon passé dans l'industrie et de mon actualité dans les services. Je vois vraiment l'activité dans le domaine des contenus comme une industrie, parce qu'on peut planifier, parce qu'il y a de véritables actifs, et parce que même si la démarche n'est pas nécessairement de livrer un produit, mais de plus en plus, comme le disait aussi M. Perrin, de faire vivre une expérience à un client, une expérience à une certaine catégorie de consommateurs qui cherchent à communier ensemble dans un réseau. Nous avons une véritable démarche industrielle, nous investissons dans des actifs, et de ce point de vue-là, nous avons comme objectif absolu de nous créer des barrières à l'entrée vis-à-vis de nos concurrents. Et de ce point de vue-là, les coûts, les barrières à l'entrée sont de plus en plus élevés. Juste quelques chiffres. Canal+ investit chaque année 200 millions d'euros, un peu plus de 200 millions d'euros dans l'achat ou le préachat d'œuvres de cinéma, et un petit peu plus également en ce qui concerne le sport. Ça fait en tout environ 110 films d'expression originale française, plus 20 films européens auxquels nous contribuons directement. Et ça nous donne une capacité d'intervention sur le marché, et évidemment une capacité à fidéliser nos abonnés. De la même façon, en ce qui concerne les jeux vidéo, les barrières à l'entrée ont beaucoup augmenté récemment. Le domaine des jeux vidéo est en train de se couper en deux. Des jeux gratuits qui sont financés par la publicité ou par de l'achat d'impulsion à travers les micro-paiements. Nous sommes peu présents dans
dans ce domaine. C'est aujourd'hui une toute petite partie du marché du jeu vidéo, et puis le gros du marché, pour lequel les développements dans des jeux, sur console en particulier, sont de plus en plus chers, puisque chaque fois que je vais en Californie, je vois les chiffres qui augmentent, et on dépense aujourd'hui facilement 30 à 40 millions de dollars pour fabriquer un jeu vidéo, ce qui est quand même une somme, je crois, de plus en plus importante. Et puis, d'une façon générale, on voit que l'accès au catalogue est important, et je crois que Mme Creus en parlait ce matin. Je crois qu'il faut que tout le monde soit bien conscient que l'intérêt des industries de contenu, c'est de donner l'accès au catalogue à la totalité des distributeurs potentiels. Et toute la démarche de Vivendi depuis des années, c'est de faire en sorte que les consommateurs, quel que soit l'intermédiaire qu'ils vont utiliser, puissent accéder à nos contenus. Pourquoi voudriez-vous que nous privions nos consommateurs de contenu? Mais pour faire cela, eh bien, il y a des barrières à l'entrée technologique, des plateformes qui sont coûteuses et un marketing qui est important pour attirer le public vers la plateforme. Ceci m'amène à dire que dans cette nouvelle industrie, les nouveaux business models qui sont financés uniquement par la publicité et qui sont viables vont être peu nombreux. On a déjà l'impression qu'on vit une période où, comme on le dit en franglais, « the winner takes it all », le gagnant va rapatrier sur son site une partie très importante de l'audience, en conséquence de quoi les annonceurs, les chiffres d'affaires vont être assez rapidement, vont converger sur un petit nombre de plateformes. C'est bien sûr ce qu'on voit dans le domaine du search, avec la position tout à fait dominante de Google. Je crois également que c'est ce qui se passe en matière de télévision. Et puis, c'est ce qu'on voit aussi en ce qui concerne les différentes plateformes, par exemple de paiement, les différentes plateformes de mise en réseau, où par exemple Facebook aujourd'hui est devenu un moyen dominant, une intermédiation extrêmement puissante pour donner accès à un certain nombre de contenus, ce qui crée des opportunités d'investissement et de succès importantes pour un certain nombre de partenaires, par exemple Zynga, qui est aujourd'hui la plateforme dominante en matière de jeux en ligne, s'est associé à Facebook, ce qui lui permet aujourd'hui, d'après nos estimations, de capter d'ores et déjà plus de 50% de l'audience des jeux en ligne qui sont sur le modèle donc du gratuit. C'est ce que nous essayons de faire également chez Vivendi, en rapprochant nos plateformes de réseaux, en particulier en matière de télécommunications, mais aussi de télévision payante, de nos industries de contenu, et en faisant en sorte de monter des partenariats entre les éditeurs de contenu et les distributeurs tout à fait naturels que sont en particulier les opérateurs de télécom. Ceci passe aussi, bien entendu, par des solutions de micro-paiement. Et je voudrais vous dire, parce que je ne crois pas que ça a été dit tout à l'heure, que les 3 opérateurs français de téléphonie mobile, que je veux bien citer, Orange, Bouygues Télécom et SFR, se sont alliés avec une SS2I française et européenne qui s'appelle Atos pour créer une solution de micro-paiement qui sera accessible, j'espère très vite, à l'ensemble des consommateurs français qui ont envie d'effectuer des micro-paiements sur leur téléphone mobile. Voilà, je dirais en conclusion que je suis plus que jamais convaincu que c'est le contenu qui est le roi, content is king, et que nous allons, tout en assistant dans les années qui viennent à des bouleversements aussi rapides que ceux que nous venons de connaître, continuer à pouvoir monétiser les contenus. À nous de savoir nous adapter, à nous de savoir capter les audiences, à nous de savoir faire non seulement les meilleurs produits, mais les meilleures expériences communautaires pour les jeunes qui vivent avec leurs amis sur un certain nombre des réseaux sociaux, mais à nous aussi de continuer à nous battre pour qu'il y ait des règles du jeu qui soient claires, pour qu'il n'y ait pas de constitution d'acteurs ayant des positions dominantes et qui ne soient pas de facto régulés par les régulateurs européens. Si les consommateurs vont naturellement vers une plateforme et que celle-ci atteint quasiment un monopole de facto, pourquoi pas, à condition que ce monopole joue un jeu qui soit dans des règles transparentes et qui soit valable pour tout le monde. Et puis, il nous faudra continuer sans relâche à nous battre pour faire respecter les droits d'auteur et pour que l'Internet soit également un espace de droit et un espace de régulation, et non pas seulement un espace de plaisir et de convivialité. Merci. Merci Jean-Bernard.
Alors, on reviendra sur ce que vous avez dit et on reviendra surtout dans une conversation, si vous le voulez bien. Et là, je vais passer la parole à Hartmut. Tout le monde connaît Bertelsmann et tout le monde connaît la puissance considérable de Bertelsmann. Et donc, il est intéressant de voir comment vous êtes en train de passer vous-même du gratuit au payant. Branchez vos appareils sur je ne sais trop quel canal, mais c'est celui qui parle le français en échange de l'allemand. Oui. C'est le numéro 1, me dit Jean-Bernard, qui est comme toujours absolument parfait. Alors, il a dit que je parle allemand, et cher ministre, cher Maurice Lévy, cher Bernard Lévy, mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement pour votre accueil chaleureux, dont 2 ans sont déjà passés depuis notre première rencontre, et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver cette année. Permettez-moi d'abord de vous féliciter pour la remarquable organisation de cet événement. Je vais tâcher de répondre à la question « Quoi de neuf à l'ère numérique ?» Une question que je veux placer dans la perspective des avancées technologiques qui ont vu le jour depuis le forum en 2008. Pour cela, je vous remercie pour votre compréhension. Je vais continuer dans ma langue maternelle, car comme le disait si bien Molière, quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Der Begriff Digitalisierung bedeutet für uns bei Bertelsmann schon eine ganze Weile lang ganz viel und er begleitet uns schon lange. Aber ich meine, dass er gerade in den vergangenen 2 Jahren für Medienunternehmen ganz besonders wichtig geworden ist. Warum? Nun, die neuen digitalen Geräte, ob sie nun Kindle, iPad, Sony E-Reader, Galaxy Reader, Oyo, Kobo oder was immer Tab heißen, die sind endgültig am Massenmarkt angekommen. Und bis vor kurzem war es ja so, das war eine kleine Spielerei für Experten und Branchenvertreter, wie wir es sind. Heute eröffnen sich immer mehr Nutzern immer neue Möglichkeiten und gleichzeitig ergeben sich dafür für uns Medienunternehmen neue Perspektiven. Denn fragen wir uns mal alle, warum geben denn die Menschen so viel für diese Endgeräte aus? Nur für smartes Design und Funktionalität? Ganz sicher nicht, sondern weil die Leute interessiert sind an einzigartigen und relevanten Inhalten. Und als Inhalteunternehmen dürfen wir deshalb bei Bertelsmann und auch bei den anderen Inhalteunternehmen dieser Entwicklung mit ein wenig Gelassenheit entgegentreten. Das hängt auch schon damit zusammen, und auch Jean-Bernard hat das eben gesagt, dass wir unsere digitalen Geschäfte bereits seit Jahren aus dem Kerngeschäft heraus entwickeln. Zumindest ist dies der Ansatz, den wir fahren. Und diese digitalen Geschäfte sind so eng miteinander verzahnt, dass wir nicht einmal separate Kennziffern ausweisen. Wann ist denn ein Geschäft analog und wann ist es digital? Wenn einer unserer Kunden von France Loisirs im Internet ein Buch bestellt, ist es dann ein digitaler Euro oder ein analoger Euro? Was ist, wenn seine Nachbarin per Katalog einen Musik-Download für einen Gutschein für seinen Enkel bestellt? Analog und digital, das lässt sich aus meiner Sicht nicht klar trennen. Und digitale Geschäfte gehören einfach dazu. Bertelsmann hat in diesem Jahr sein 175-jähriges Jubiläum gefeiert. Und vieles von dem, was uns 1835 ausgemacht hat, steht heute noch in unserer Chronik oder vielleicht im Museum. Aber eines gilt weiterhin. Damals wie heute geht es darum, Inhalte zum Kunden zu bringen. Und das bleibt die Rationale hinter unserer Wertschöpfung. Und nicht zuletzt deshalb können wir in der digitalen Welt mit einem Pfund wuchern, das uns schon vor 10, vor 20 und auch vor 50 Jahren zur Seite stand. Freilich an anderer Stelle, nämlich offline. Und es waren unsere starken Marken. Was früher im Farbfernsehen funktionierte, klappt heute beim Catch-up-TV. Was einst am Kiosk um die Ecke zog, sucht man heute nun eben im Online-Store. Nach einer Marke, der man Vertrauen schenkt,
und die Orientierung bietet. Aber eines muss uns auch klar sein: Um im digitalen Umfeld erfolgreich zu sein, reicht es nicht, das Gleiche zu machen, nur alten Wein in neuen Schläuchen zu präsentieren, sondern man muss die Möglichkeiten, die in den handelsüblichen Readern jetzt liegen und die kreativen Blattmachern ganz andere Perspektiven bieten als eine gedruckte Zeitschrift. Und diese Reader bieten wieder andere Perspektiven als ein iPad und als anderen Geräte. Und was wir jetzt vom Analogen ins Digitale transportieren müssen, das ist unser hoher Anspruch. Nach den besten Inhalten, den wertvollsten Marken und den effizientesten Services. Der Anspruch bleibt der gleiche. Aber was gut, was wertvoll und was effektiv ist, das muss jetzt hier im Internet unterschiedlich aussehen. Und gerade in einem Unternehmen wie Bertelsmann, wo Fernsehen produziert wird, wo Fernsehen distribuiert wird, wo Bücher erstellt werden, wo Zeitschriften, Services und Clubs gemacht werden, da kann es nicht einen einzigen Pfad der Erleuchtung geben. Aber egal in welchem Segment, wir sollten die Digitalisierung nicht als Bedrohung sehen, sondern als Chance. Und das möchte ich am Bild unseres Fernsehens, am Beispiel unseres Fernsehens erläutern. Sie wissen ja, dass Bertelsmann mit M6 und mit W9 hier in Frankreich auch über die RTL Group starke Sender betreut. Wenn wir heute über das Fernsehen sprechen, da sind viele Mythen im Spiel. Und diese Mythen, die kennt jeder, aber sie sind nicht die Wahrheit. Es heißt beispielsweise oft, dass das Interesse am Fernsehen abnimmt. Fakt ist jedoch, dass die TV-Nutzung in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien und in Spanien zwischen 2003 und 2009 deutlich zugenommen hat. Übrigens hat es Philippe Daumont heute Morgen auch gesagt. Das heißt auch, dass junge Leute dem Fernsehen den Rücken kehren. Fakt ist, dass die Gruppe der Digital Natives, die heute schon 26 bis 35 sind, also der älteren Digital Natives, heute deutlich mehr Fernsehen schaut als die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen vor 10 und vor 12 Jahren. Das Gegenteil ist also richtig. Die Menschen entdecken das Fernsehen im zunehmenden Alter für sich, und das gilt übrigens auch wieder in Deutschland und in Frankreich und im UK. Das heißt oft, dass Fernsehen on Demand, Fernsehen auf Abruf, das klassische lineare Fernsehen ersetzt. Fakt ist, dass es große Anbieter mit starken Marken, wie zum Beispiel M6 oder W9, eher begünstigt. Es wird mehr Fernsehen geguckt dadurch. Die Bedrohung des Fernsehens durch das Internet ist aus meiner Sicht viel kleiner als häufig angenommen. Und vielleicht werden wir im Rahmen der Diskussion Gelegenheit haben, auch noch auf Bücher oder Printmedien einzugehen. Denn hier sieht es aus meiner Sicht ähnlich aus. Es gibt aber noch einen weiteren Irrtum. Es ist nämlich nicht so, dass für uns als Medienunternehmen ein bestimmtes Endgerät der ultimative Heilsbringer ist, nach dem sich alle gesehnt haben. Und genau wie verschiedene Endgeräte ihre Berechtigung im Wettbewerb haben, so wird die Frage Free or Pay aus meiner Sicht nicht mit entweder oder zu beantworten sein, sondern mit sowohl als auch. Und wir sind hier ohne Frage noch in einer Experimentierphase. Und ich glaube daran, je besser wir sind und dass die Kunden unsere Leistungen mittelfristig auch bezahlen werden, dann, wenn sie echte Qualitätsinhalte sind. Als Medienhäuser hüten wir einen Schatz, den wir nicht ohne weiteres herschenken dürfen. Aber ich glaube ebenso daran, dass Werbung auch im digitalen Zeitalter eine erhebliche Rolle spielen wird. Und selbst bekannte Internetmarken kommen am Fernsehen als Massenmedium für ihr Brandbuilding ja nicht vorbei. Und ob ein Nutzer dann bereit ist, für einen Inhalt zu bezahlen, das hängt dann meines Erachtens von zwei Faktoren ab. Erstens von der Exklusivität des Angebotes. Die Bezahlinhalte müssen einzigartig sein, und dieses Kriterium für Qualität wird in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und zweitens, die Zahlungsbereitschaft eines Nutzers hat auch mit dem Bezahlmodell selbst zu tun. Bruno Perrin hat das eben gesagt. Auch hier gibt es verschiedene Lösungsansätze, die ihre Berechtigung haben können. Aber sie müssen vor allen Dingen eins sein: sie müssen einfach zu bedienen sein. Der Kunde darf es nicht schwer haben, sein Geld auszugeben. Und hier sehe ich dann speziell die Medienunternehmen weit vorne, die nicht nur über eine große
sondern die auch über eine Servicekompetenz verfügen. Unser Unternehmensbereich Avato arbeitet unter anderem für Kunden wie Google, wie Microsoft, in Europa für Amazon, kurz für die digitale Speerspitze, aber auch Jean Bernard ist mit ein paar seiner Firmen Kunde bei mir. Herzlichen Dank, Jean Bernard. Häufig wird dann gesagt, dass es genau diese Unternehmen sind, die uns das Geschäft streitig machen. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn Sie Dienstleister sind für Google, dann wachsen Sie mit Google, dann profitieren Sie an der Entwicklung von Google. Und von dieser Service-Expertise, die es im Haus Bertelsmann gibt, wollen wir auch in Zukunft profitieren. Und gerade indem wir im Bereich Paid Content nicht nur Inhalte anbieten, sondern auch Dienstleistungen monetarisieren. Avato ist beispielsweise führend in den Bereichen E-Commerce, Kundenbindungsprogramme, Datensicherheit und Abrechnung. Und das sind alles sicherlich Geschäfte, diese Dienstleistungen, die ganz sicher nicht die Faszination eines guten Buches oder einer mitreißenden Fernsehshow haben, aber sie sind mehr als nur Hand- und Beiwerk. Unsere Nutzer wollen hochwertige Inhalte, ja, das stimmt. Sie wollen Inhalte, die sie unterhalten und die sie informieren, aber damit aus einem Nutzer ein Kunde wird, müssen wir ihm einen komfortablen und einen sicheren Zugang zu diesem Inhalt verschaffen. Und diese Leistung, dieser Dienstleistung ist eine Kunst. Und das kann nicht jeder. Und das werden wir auch bei Bertelsmann weiterentwickeln. Nun, ganz konkret geht es hier zum Beispiel um die Kompetenz, einen Online-Kiosk aufzubauen, der uns Inhalteanbieter ermöglicht, die Hoheit über unsere Kundenbeziehungen und Inhalte zu wahren, mit allem, was dazugehört, vom Marketing bis zur Abrechnung. Und einen solchen Online-Kiosk beispielsweise haben wir vor einigen Wochen in Deutschland gestartet. Und ich glaube, dass diese Kompetenzen in Zukunft eine noch wichtige Rolle spielen werden. Ich komme zum Ende. Die Kompetenzen, die ich eben genannt habe, sie werden uns dabei helfen, dass wir unsere Angebote in der digitalen Zeit maßgeschneidert zum Kunden bringen werden, dass unsere Inhalte weiterhin Millionen von Menschen faszinieren. Und eine Bemerkung zum Schluss, meine Damen und Herren. So mitten in der Krise und zu Beginn der Krise bekam ich oft zu hören, dass die Medienindustrie die besten Zeiten angeblich hinter sich hat. Und heute, eine massive Rezession später, sagen mir teilweise die gleichen Leute, ihr seid zurück, Medien und Geschäfte sind wieder sexy. Es war gerade die Medienindustrie, die in der Krise überdurchschnittliche Stärke, Substanz und Robustheit bewiesen hat. Und die Börsenbewertungen vieler Unternehmen haben sich in den vergangenen Monaten besser entwickelt als in anderen Branchen. Und deshalb dürfen wir nicht nur bei Bertelsmann über glänzende Zahlen im Jahr 2010 berichten. Und wir wollen gemeinsam mit den anderen Unternehmen der Medienbranche die Chancen der Digitalisierung weiter nutzen. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, mit Ihnen darüber jetzt zu diskutieren.